Bertrand, on a assisté cette semaine à une tragédie dans Paris puisque un cycliste s'est fait tuer par un conducteur de SUV après une altercation routière. Donc ça a donné lieu en fait à beaucoup de discussions autour de la place du SUV en ville et ça a surtout donné lieu à quelque chose d'assez choquant puisque on voit une très très grosse récup de la part de certains politiques qui sont très anti-voiture, qui en gros expliquent que comme il y a eu un conducteur de SUV qui a écrasé volontairement un cycliste, il faudrait interdire tous les SUV dans Paris et peut-être plus largement là, s'en prendre encore à la voiture. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, c'est vrai que c'est bien résumé. Des drames, il y en a tous les jours, des drames sur la route en particulier. Et là, il y a eu un drame. Il s'appelle Paul. Alors, j'ai pas, il cite jamais son nom de famille, mais qui a été écrasé par un SUV en plein Paris. Alors, c'est une altercation assez bizarre. Il aurait tapé sur le capot de la voiture, et puis l'homme se serait énervé, qui n'était pas au bon endroit. Il était je crois, dans la piste cyclable. Bon, bref, il est quand même accusé. Enfin, il y a une enquête pour meurtre, hein, parce qu'il aurait. Je parle au conditionnel. Parce qu'en fait, il y a une enquête qui est en cours. Donc je dis, mais c'est pas un simple accident de la route où, sans faire exprès, il tue un cycliste. Là, apparemment, ça serait plus compliqué que ça. Il serait plus en cause que ça. Mais encore une fois, c'est l'enquête qui le déterminera. Et ce qui est un peu désagréable, effectivement, comme tu l'as dit, c'est qu'on a des gens qui sont bien connus, hein, comme à la mairie de Paris, c'est David Béliard, hein, qui est responsable des transports, je crois, ou des transports. De toute façon, quand tu es responsable des transports à la mairie de Paris, c'est forcément des transports des doux ou des transports en commun, puisqu'ils veulent éliminer la voiture. Mais donc, si tu veux, alors il parle effectivement d'un homme et son arme par destination, le meurtre de Paul. Donc tout de suite, lui, il a décidé que c'était un meurtre, hein. Il n'attend pas les conclusions de l'enquête, etc. Et puis, donc tu as un peu tout le monde qui s'y met. Alors tu as aussi Marine Tondelier qui dit il y a une violence envers les cyclistes dans ce pays. Il y a une survalorisation de la bagnole dans cette société, dit-elle. Et puis elle rajoute il y en a qui préfèrent leur bagnole à leurs femmes et leurs enfants. Alors bon, d'abord, il y a aussi des femmes qui conduisent des SUV. Là, je trouve un peu sexiste Marine Tondelier. Et elle est un peu victime de préjugés envers les hommes. Et c'est pour être les femmes aussi qui préfèrent leur bagnole à leurs hommes ou leurs enfants. Donc, et il y a aussi Yann Brossat, alors le sénateur du PCF, qui ressemble beaucoup à David Béliard, on les confond tous un peu, faut dire. Donc, il est sénateur PCF de Paris, Parti communiste, c'est un des derniers des Mohicans, et donc il propose l'interdiction des véhicules SUV pour protéger et pacifier l'espace public. Donc, tout de suite, tu vois, il passe effectivement, donc il y a une récupération de cette affaire, qui est quand même un fait divers, même s'il y a des significations derrière, on va peut-être y venir. Mais tout de suite sur le SUV, etc. Et donc, faut arrêter, quoi. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes, comment dire. Disons que je pense qu'il y a effectivement une exaspération, mais des deux côtés. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, depuis les politiques écologiques anti-bagnole, tu as beaucoup de cyclistes, notamment à Paris. Et c'est vrai que je pense que tu as une attitude, je mets de côté ce cas précisément-là, hein, parce que je ne veux pas rentrer dans ce débat-là de ce cas particulier. Mais tu as quand même des gens qui se sentent un peu, comment dire, qui, qui sentent un peu avoir augmenté leur autorité sur les routes, qui sont les cyclistes, parce que justement, ils sont favorisés, quoi. Et ça, on le voit quand même. Et il y a aussi les voitures, mais les automobilistes, ça a toujours été les abrutis. Enfin, t'es automobiliste aussi, on est un peu con qu'on a en voiture, il faut reconnaître. Et puis quand tu vois un cycliste, c'est vrai que ça peut t'énerver parce que non seulement tu as le cycliste qui t'énerve en soi, mais en plus tu te dis derrière, tu imagines tout de suite l'idéologie d'écologiste qui est en train de dominer dans certaines villes. Peut-être que ça t'énerve encore plus, si tu vois. Et donc effectivement, la pacification de l'espace, elle est nécessaire, mais je pense qu'aussi il faut s'habituer les uns aux autres, quoi. Maintenant que le vélo est beaucoup développé, notamment à Paris, et d'ailleurs, c'est très dangereux. Moi, j'ai remarqué depuis qu'il y a beaucoup de cyclistes à Paris, moi, je fais vachement gaffe dès que je vais à Paris parce que j'ai vraiment peur, beaucoup plus des vélos que des voitures. Alors peut-être parce que je suis habitué aux voitures et les vélos, c'est un truc nouveau. Et puis, ils arrivent dans tous les sens, hein. Tu ne les vois pas venir, en fait. C'est vachement dangereux à Paris, je trouve. Donc, effectivement, il y a une tentative de récupération qui est assez insupportable. On n'est pas obligé de vouloir interdire tout. Les SUV, je suis désolé, ça s'appelle SUV, mais ce sont aussi des gens qui ont des familles. Et pour transporter ta famille, tu as besoin d'avoir un SUV, hein. Dans ta Fiat 500, tu ne transportes pas toute la famille, hein.
Donc, évidemment, alors David Béliard et Yann Brossat, je ne sais pas s'ils ont une grande famille, mais donc aussi, s'ils sont dans Paris intramuros, c'est peut-être plus facile pour eux. Donc, les politiques anti-voiture, c'est aussi assez insupportable, notamment à Bordeaux. Je ne sais pas si tu as vu, alors j'ai pas vu la confirmation, j'ai essayé de retrouver l'article. Tu sais, il paraît que tu as pas mal dans certaines zones de commerce qui ferment. Et tu sais, ils faisaient des enquêtes en demandant de quel département tu viens. Tu sais, quand Mm. tu payes et tout. Et apparemment, Oui. il faudrait vérifier l'information, je ne l'ai pas retrouvée, hein, mais je l'ai lu. Et que, en fait, ils s'étaient aperçus qu'il y avait beaucoup moins de certains départements qui venaient en fait de l'extérieur de Bordeaux, je crois, et qui venaient plus facilement en ville et donc qui faisaient participer la restauration. Et donc, depuis qu'il y a moins de possibilités de venir en voiture, les gens viennent plus. Et donc, il y a un effet pervers qui est la fermeture de certains commerces qui n'ont plus assez de clients, quoi. Donc ça peut exister dans les centres-villes, hein. Voilà. Donc, Donc, de toute façon, les effets pervers économiques de l'interdiction des voitures dans de plus en plus de villes, elle se fait sentir puisqu'il y a eu des études, on pourra les retrouver, hein, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais effectivement, j'ai lu également que des commerçants se plaignaient de l'impossibilité, en fait, pour certains clients d'accéder à leur commerce à cause de ça, parce qu'on ne peut plus venir en voiture, on ne peut pas stationner, c'est compliqué, oui. c'est très cher. Bref, c'est la politique anti-bagnole Oui, a c'est-à-dire qu'il y a une exagération, moi, c'est normal, mais ça se faisait bien avant qu'il y ait des mairies écologistes, hein. Il y a toujours eu des réflexions là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un radicalisme dans la mise en place de ces choses-là, notamment dans certaines grandes villes tenues par des écologistes ou des assimilés, qui commence à poser problème, quoi. Et ça, on le voit. Moi, j'ai discuté avec des commerçants, par exemple, pas des commerçants, des artisans. C'est très compliqué d'être artisan à Paris. Pourquoi? Parce que ton petit camion là dont tu as besoin pour faire des travaux, eh bien, tu ne peux pas te garer, tu as systématiquement des amendes. Et donc, moi, la personne avec qui je parlais, il avait dit qu'il mettait sur ses devis maintenant les amendes qu'il allait recevoir. Parce que sinon, voilà, son prix était complètement sous-évalué à cause de ces problèmes-là. Donc, il y a une politique, on veut aller trop loin, trop vite. C'est comme sur les politiques énergétiques, de vouloir décarboner l'économie. On veut aller tellement vite qu'on est en train de faire des conneries. Et donc, l'exacerbation des tensions, c'est aussi dû au fait qu'on veuille transformer l'espace public trop rapidement. Voilà. Oui, puis derrière, c'est vrai on a effectivement des politiques radicaux qui prennent la première occasion pour faire de la récup, exactement comme ce qu'on dénonce aujourd'hui, et que pour le coup, c'est même moralement très discutable, hein, puisque là, en l'occurrence, voilà, on parle quand même de la mort de quelqu'un. C'est très loin. Surtout qu'en plus, souvent, j'ai envie d'ajouter un petit quelque chose, mais c'est souvent les mêmes, Brossat et compagnie, qui sont les premiers quand, par exemple, un OQTF commet un crime, à dire attention, pas de récupération, ça n'a rien à voir, Oui, oui, c'est etc. toujours pareil. Donc voilà, c'est toujours Oui, là, il y pareil. a eu un peu une récupération honteuse sur cet exemple-là. Bon, tous les conducteurs de SUV n'écrasent pas les cyclistes et voilà. Donc, Exactement. faut quand même pas exagérer, quoi. Alors on a un autre sujet aussi qui est intéressant cette semaine, donc c'est Paul Watson, qui a demandé, l'asile politique à Emmanuel Macron, Ouais. qui en ce moment, est un peu une star dans certains milieux. Ouais, c'est ça. Non, ce qui est un peu désespérant, on a parlé plusieurs fois de Paul Watson, mais si tu veux, il y a une espèce de passion Paul Watson qui commence un peu à m'agacer. Alors, parce que tout le monde aime Paul Watson, et particulièrement, on l'a vu, alors on sait que, bon, on a vu Hugo Clément très en pointe là-dessus, mais on voit aussi toute la droite du spectre politique, notamment j'ai vu le média Livre Noir, qui a beaucoup défendu Paul Watson. Alors évidemment, si tu veux, il y a dans la droite, une partie de la droite en tout cas, cette espèce de truc où ils essayent d'acheter une image écologique. Pourquoi? Parce que sur d'autres thèmes, ils sont vus comme les méchants, hein. On connaît les thèmes, les thèmes qu'ils développent, et peut-être avec raison d'ailleurs. Mais donc, comme ils sont considérés comme des méchants, voire des fachos, ils essayent d'avoir une bonne image, et notamment sur la partie écologie. Et là, ce truc ils se jettent sur Paul Watson, vraiment pour dire, voilà, ça mange pas de pain finalement. Mais justement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, le cas Paul Watson. D'abord, je rappelle son arrestation. Si vous écoutez la première interview qu'il fait, je l'avais dit sur cette chaîne, en fait, il dit en gros, vraiment, hein, je suis assez content de ce qui se passe parce qu'on va pouvoir parler de nous et de notre combat. Et puis, il est dans une prison qui donne sur la mer, il peut voir les baleines, etc. Ça a l'air vraiment une très belle prison. Enfin, évidemment que je ne suis pas en train de soutenir le Japon et la chasse à la baleine, euh, et de dire que le combat de Paul Watson est injustifié. Loin de là. Et donc, on peut tout à fait le défendre.
Euh, non, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que je trouve que ça va un peu trop loin, notamment quand Hugo Clément demande à ce qu'on affiche des portraits de Paul Watson absolument sur toutes les mairies de France. Et ça, tout le monde commence à le faire. Il y a plein de mairies qui le font. Et donc, ça va être comme avec les, tu sais, les prises d'otages, quand Georges Malbruno était pris en otage avec son copain Christian Chesneau. Là, ils étaient pendant des années sur les mairies, sur les façades des mairies. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que il faut s'intéresser quand même à Paul Watson. Le premier truc qu'il faut dire, c'est bon, alors il y a des trucs dans son organisation Sea Shepherd. euh, Tu sais, il avait rompu avec Greenpeace, mais à l'intérieur de Sea Shepherd, il y a beaucoup de conflits apparemment. Et maintenant, tu as deux branches Sea Shepherd. Tu as la branche canal historique, alors ça s'appelle Origine, et tu as une autre branche. Et donc, il y a eu un gros embroglio, disons, dans l'association. Et il y a des conflits très importants avec Paul Watson au sein de sa propre organisation. Donc vous pouvez regarder ça. Mais en plus, sur le cas de la baleine, de son combat contre les baleines, si tu veux, il y a un truc, c'est que il avait été effectivement, il était avec un catamaran qu'il avait emprunté à Adi Gil, c'est un milliardaire, je crois, israélien, et donc il avait été essayer d'empêcher le navire japonais, un navire japonais, de tuer des baleines. Et donc il s'était interposé, etc. Il avait fini par. Alors, il avait barré la route apparemment du baleinier, et donc il y avait eu un accident. Et en fait, Paul Watson est accusé, parce qu'après, si tu veux, il y a eu une enquête, notamment des autorités néo-zélandaises, c'était en 2010, hein. Et il y a eu une enquête où ils ont vu que les torts étaient largement partagés, si tu veux, au minimum étaient partagés. Mais il y avait des gros soupçons sur Paul Watson, qui était enfin aussi en train de faire une émission de télé-réalité sur la chasse à la baleine avec Disney Channel ou je ne sais plus quelle chaîne. Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Et donc, Disney Channel, ça ne va pas être ça parce que ça n'existe plus, mais c'est un truc comme ça. Je l'avais noté. À Discovery Channel. Oui, J'étais pas Chanel. loin. Excuse-moi, c'est des réminiscences de mon enfance peut-être. Et en fait, il est accusé assez sérieusement d'avoir lui-même coulé son catamaran. Pourquoi? Pour avoir des images spectaculaires, etc. Du reste, il est tellement soupçonné d'avoir fait ça qu'il a été mis, il y a eu une conciliation, si tu veux, avec le propriétaire du catamaran, donc le fameux Adi Gil, là. Et donc il y a eu un arbitrage et il a dû verser 500 000 euros quand même au propriétaire du catamaran qui lui avait prêté, et 500 000 euros aussi au capitaine. Et j'ai lu aussi, c'est un article du Point d'Erwan Seznek qui a beaucoup travaillé là-dessus. Heureusement que des journalistes comme ça bossent un peu. Et il a donné, alors ça m'a étonné, 2,5 millions a été donné apparemment, a été versé aux baleiniers pour éteindre les poursuites. C'est ce qui est écrit dans l'article, donc ça me semble très très important. Et donc, si tu veux, le personnage n'est pas si blanc que ça, si tu veux. Sur l'histoire avec le baleinier japonais, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne croit, manifestement. Et la personnalité de Paul Watson n'est pas toute blanche, manifestement. Allez voir, on peut consulter sur Internet ces conciliations là qu'il y a eu et ces enquêtes qui ont été faites par les autorités néo-zélandaises aussi. Et il y a eu une conciliation aussi avec les baleiniers où il est indiqué que ils ne doivent plus aller se rendre, aller embêter ces baleiniers, si tu veux. C'est la justice américaine. Donc il y a eu une conciliation de ce type qui est aussi visible, qui est aussi consultable, pardon. Donc, et pourtant, quand il s'est fait arrêter au Danemark, eh bien, il allait, d'après lui, donc toujours empêcher la chasse à la baleine par ces baleiniers. Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Alors, il y a déjà cette situation complexe, je vous renvoie aux articles du Point. Et en plus, moi, ce qui me gêne, si tu veux, dans Sea Shepherd, c'est qu'aussi, ils sont très en pointe pour interdire notamment la pêche et dans le golfe de Gascogne. Je ne sais pas si tu as vu ça, ça fait 2 étés que ça dure, parce que tu as des échouages de dauphins. Et donc, ils ont empêché les pêcheurs, ils ont interdit la pêche pendant 1 mois cette année, l'an dernier, et cette année, la même chose. Et Sea Shepherd, donc l'association de Paul Watson, Sea Shepherd France notamment, est très en pointe pour interdire ça. Ils voulaient même l'interdire pendant 4 mois, la pêche. D'accord? Parce que tu as des échouages. Or, si tu regardes un peu, alors le truc, c'est qu'ils te disent, parce que, en gros, les dauphins sont menacés d'extinction.
Sauf qu'en fait, les dauphins, c'est plutôt des populations qui se portent bien, et il paraît même qu'elles elles se sont jamais portées mieux qu'aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est confirmé par les observations de tout un tas de personnes qui vivent sur le littoral, finalement, où dès qu'ils prennent un bateau, il y a des dauphins en quantité pas possible. Enfin, les observations deviennent très, très fréquentes et deviennent faciles. Donc, c'est aussi le signe d'une augmentation de la population, ou en tout cas d'une population qui ne se porte pas si mal. Et en plus, il y a des difficultés à avoir les vraies raisons des échouages, si tu veux. Il y a les enquêtes, et tu vois, par exemple, Erwan Sexnet qui demande au laboratoire, je crois que c'est Pelagis, des explications. Et vraiment, c'est très flou. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il n'a pas des réponses très nettes des scientifiques sur la raison des échouages. Et donc, pourquoi je dis tout ça? C'est parce que, voilà, c'est aussi ce qu'on dénonce toujours sur cette chaîne, c'est ces excès certains radicalismes écologiques qui empêchent certaines activités économiques qui sont utiles à tout le monde, je dirais. Je suis désolé, la pêche, c'est une activité. Et donc, elle est interdite. Il y a aussi beaucoup de normes de réglementation pour les agriculteurs. On sait qu'ils souffrent de tout cela. Et moi, la question que je pose, c'est est-ce que demain, les pêcheurs vont continuer à sortir à sortir en mer à cause de toutes les interdictions qu'on va leur mettre sur la tête, quoi. S'il y a de plus en plus d'échouages, s'il y a de plus en plus de dauphins qu'on retrouve à certaines dates, c'est aussi peut-être parce qu'il y a plus de dauphins, tout simplement. Euh, donc, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Et donc, je dis, est-ce que demain, tous les pêcheurs qui seront empêchés de faire leur activité, tous les agriculteurs aussi qui vont se pendre ou arrêter leur activité, est-ce qu'on va mettre leur portrait sur les façades des mairies, quoi? Ou alors, est-ce qu'il y aura que Paul Watson qui a certainement, qui est certainement un homme de qualité, qui a défendu son truc, ses baleines et tout, mais qui a aussi, dans une partie de son activité, des comportements un peu excessifs qui peuvent faire aussi beaucoup de mal à certaines populations et certains secteurs économiques, certaines personnes qui aussi souffrent au quotidien. Et voilà, et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on va trop loin, si tu veux. Moi, j'arrive pas à m'enthousiasmer pour ce personnage, même si je peux comprendre qu'il ne faut pas qu'il soit extradé au Japon. Je dis pas qu'il faut qu'il le soit. Je dis pas qu'il faut pas que la France essaie d'intervenir ou quoi. Mais je trouve que l'enthousiasme est un peu trop unanime et que, voilà, encore une fois, mettre son portrait sur les façades des mairies, c'est peut-être un peu trop, quoi. Alors Bertrand, je vais revenir rapidement sur le sujet précédent, Ouais. parce qu'on vient d'apprendre là, via un article du Parisien, que selon une information confirmée par son entourage, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de renommer un lieu de la capitale en hommage à Paul Varry, tué par un automobiliste mardi. Ah oui, d'accord. Voilà, on en est là cette fois, donc Ouais, mais tu sais, mais ça, c'est un des trucs qui se développe et ça me tue, ça, tu vois. Mais c'est comme maintenant, à chaque fois que tu as un événement, tu fais scintiller la Tour Eiffel, enfin, pour le moindre occasion, tout devient politique, etc. C'est vraiment insupportable. il y Donc aura il une faut qu'ils minute se de calment, silence. les gens là-dessus, quoi. Enfin, les politiques en général. Et oui, mais c'est voilà, il y aura une minute de silence donc au prochain conseil de Paris et donc elle parle enfin la municipalité parisienne parle évidemment d'assassinat alors que l'enquête est en cours et que pour l'instant il y a encore rien d'établi, hein, même si Ouais. évidemment, Ouais, il y a des soupçons. on Ouais. on penche forcément vers cette piste-là. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'au moment où on en parle, au moment où on commente cette affaire, on propose carrément, et ça nous ramène aussi quelque part à Paul Watson sur les mairies. On aura aussi peut-être Eh des oui, places on va avoir une place Paul Watson pour et Paul voilà. Watson. Non, mais on va bouffer du Paul Watson tous les jours, quoi. Mais tous les mecs qui sont en train de crever à cause du radicalisme de Sea Shepherd, alors là, on va pas en entendre parler, on va pas les mettre sur les façades des mairies et on va pas, voilà. Donc ça, c'est quand même assez insupportable, quoi. On a appris, autre chose aussi aujourd'hui d'amusant, c'est qu'Agnès Pannier-Runacher, qui était donc sur BFM TV ce vendredi, 18 octobre au matin, a dit en substance, que si on lui donnait pas un peu plus de budget pour son ministère, elle pouvait partir. Ah oui, oui, elle s'excite. Alors ça, tout le monde avait toujours défendu Agnès Pannier-Runacher parce que, paraît-il, elle avait fait un excellent travail lorsqu'elle était ministre de l'Énergie. Elle avait quoi défendu le nucléaire, c'est ça l'excellent travail qu'elle avait fait. Moi, je pense qu'elle avait simplement un mandat pour une fois qui était clair de l'État français, et donc elle a fait le boulot pour lequel elle était payée. Et j'ai jamais pensé qu'Agnès Pannier-Runacher était particulièrement brillante. Mais là, effectivement, l'État est en ruine. Elle est ministre de l'écologie, de la transition écologique, et elle demande encore plus d'argent, alors que j'ai lu
que son ministère avait quand même une augmentation de 2,8 milliards. Mais il y avait des rabotages sur les aides à la rénovation thermique, des rabotages du fonds vert aussi. Et donc, effectivement, elle parle aussi qu'à l'heure, en gros, du changement climatique, il faut quand même qu'on augmente les crédits du ministère de l'écologie. Mais moi, je me dis, tu sais, c'est comme la théorie du chaos. Tu sais, le papillon qui vole dans une prairie d'Auvergne crée un ouragan. Au Brésil, ben là, c'est pareil. L'augmentation du, voilà, du budget du ministère de l'écologie va diminuer le changement climatique dans les siècles à venir. Oui, oui, il y a aussi dans ce thème-là, tu sais, la morsure de la chauve-souris d'un pangolin crée une pénurie de PQ à Paris. Ça, c'était pendant le Covid. Bon, bah là, c'est pareil, c'est les vases communicants. Elle va sauver le monde grâce aux millions d'euros qu'elle elle aura reçus en plus de la part de Barnier. Donc tout ça est un peu grotesque. Je crois que tout le monde doit diminuer euh, les dépenses de l'État, de son ministère, parce qu'il y a beaucoup de dépenses inutiles, y compris au ministère de la Transition écologique. Certains proposent de supprimer l'officine pro-éolienne qui s'appelle l'ADEME. Et effectivement, voilà une source d'économie. Madame Pannier-Runacher a-t-elle proposé ça? Je ne suis pas sûr. Un dernier petit sujet qui te tenait à Un cœur. gros sujet, tu veux dire? Gros sujet, oui, si on veut, à côté de tous ces drames, ça paraît quand même Ouais, t'as raison. C'est plus plus léger. et voilà, entre les morts sur la route et les emprisonnements de militants, on parle de la chasse aux ragondins. Eh oui, c'est ça. Figure-toi que j'ai regardé une vidéo de Marius Chasse, c'est un youtubeur que je suis, j'aime bien. Et pourtant, je suis pas du tout chasseur, hein, voilà. Mais lui, il aime bien la chasse aux ragondins. Donc, il a fait une chasse, là, et alors il tue, avec un pote à lui, il a tué une dizaine de ragondins, et plus un ragondin tout blanc, albinos. Mais en fait, c'est un truc que je remarque surtout, enfin, c'est une réflexion que je me fais en regardant ce chasseur-là particulièrement, parce qu'il fait des chasses aussi aux corneilles et aux corbeaux, tu vois. Ce que je veux dire, et aux ragondins, c'est un truc vraiment, c'est pas du tout prestigieux. Quand tu parles de la chasse, parles de la chasse à la bécasse, de la chasse à courre, la chasse au gros gibier, enfin, tu vois, tous ces passions au sein de la chasse, et tous ces mythes qui ont donné beaucoup d'histoires dans les bouquins, etc., dans la littérature. Mais cette chasse, en fait, elle peut paraître ridicule, parce que c'est un animal un peu négligeable, etc. Mais je trouve que les chasseurs devraient beaucoup plus communiquer pour avoir de nouveaux adeptes, par exemple. Comme ça, ils rendraient les services à la société, parce que c'est vrai que là où il y a du ragondin, c'est vraiment emmerdant pour les gens, hein. Je peux te dire que tout le monde déteste le ragondin quand ils vivent à côté de chez soi, parce que ça fait des galeries pas possibles, ça peut faire écrouler des maisons, hein. Et donc, les berges des rivières, c'est une catastrophe, ou des canaux. Et donc, voilà, la régulation du ragondin, elle est indispensable. Et c'est une chasse assez facile. Et en plus, c'est une chasse, quand tu ramènes la queue du ragondin, ça te ramène 3 euros. C'est pas mal. Euh, et donc, la chasse aux corvidés, c'est pareil, parce que les corvidés, quand même, ils sont moins régulés qu'avant. Et malgré ce que disent les écologistes qui refusent d'entrer sur ces sujets-là, moi je suis convaincu que la multiplication de certaines espèces qui vont beaucoup mieux qu'avant, dont je pense les corvidés, par exemple les pies, etc., dans certaines zones, même urbaines, ça se développe de façon très très importante et ça a un impact sur d'autres espèces qui nichent à terre, etc. Ça, on n'entend jamais, mais c'est une réalité. Il pourrait encourager, comme Marius chasse, là, eh bien, ces chasses-là un peu particulières, plutôt que faire des campagnes à la con, excuse-moi du terme, qu'avait poussé Willy Schran, le président de la Fédération de chasse, des campagnes à la con, donc, qui consistent à dire les chasseurs premiers écologistes de France. Tu te souviens de cette campagne? Et tout le monde se sont foutus de leur gueule, comme si l'écologie a été en odeur de sainteté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Et donc, il ferait mieux, voilà, de ne pas vouloir copier leur voisin, quoi. Et plutôt encourager, voilà, la chasse au ragondin, la chasse à la corneille, parce que ça ferait venir peut-être des petits jeunes, voilà, des nouveaux, là, un peu comme Marius, et qui passeraient leur week-end à flinguer du ragondin ou de la corneille. Et ça rendrait des services à la société, parce que vraiment, et aux agriculteurs, notamment les corvidés. Un petit coucou à Yann,
si tu nous écoutes, je sais que tu as sur tes terres beaucoup de corvidés. Et bien, voilà, si tu avais des passionnés de chasse qui venaient voilà, chasser ça sur tes terres, ça serait magnifique. Et donc, moi, voilà, j'encouragerais ce genre de pratique chez les chasseurs. Voilà. C'est ma petite réflexion. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus, finalement. En plus, c'est assez facile. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile que certaines autres chasses, tu vois. Parce que, par exemple, le ragondin, franchement, c'est relativement facile à approcher. C'est énorme. Tu les vois le soir, le matin, tu les vois facilement. Tu peux les atteindre facilement. De même, les corvidés, si tu te débrouilles bien, et puis, ou les étourneaux même, c'est très, enfin, tu as des quantités vraiment très importantes, donc tu peux avoir des résultats assez facilement. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans la chasse, j'imagine, je ne suis pas chasseur, mais c'est d'avoir des résultats, quoi. Sans Et doute. ce qui est intéressant à ce qu'il m'a dans Marius Chasse, là, c'est que lui, il va très souvent jusqu'à. Il mange les ragondins, tu vois. Il fait vidéo, il bouffe le ragondin, parce que tout se mange. Et il prépare la peau aussi. Alors là, le ragondin albinos qu'il a tué, eh bien, il prépare la peau. Et donc, ça, c'est une activité que je trouve qui est manuelle, qui n'est pas inintéressante à apprendre ou à réapprendre, tu vois. Comment on tanne une peau, comment on mange on dépasse un ragondin et tout. Ça doit être très bon, hein. On dit aussi c'est le myocastor. Myocastor. Et tu trouves d'ailleurs du pâté de myocastor. Je sais pas si tu as déjà essayé. Non, je ne savais pas et Ah, voilà. du Enfin, nous, coup, on est à Action Écologie et moi-même, on n'est pas du tout pro-chasse, mais on n'est pas anti-chasse non plus. Mais voilà. L'aspect intéressant de la chasse, moi, il y a des aspects intéressants. Celui-ci me semblait, disons, à développer, quoi. d'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup Bertrand. On va peut-être rajouter un petit mot sur l'événement du 15 novembre, Ouais. puisque le programme est en ligne, hein, donc on l'a mis sur le site. On vous a mis également un lien donc, sous cette vidéo pour vous inscrire au colloque. Donc on a le programme définitif, si tu veux en dire un petit mot. On a donc Chantal Delsol en ouverture, ensuite toi. Tu peux peut-être dire les titres. Chantal Latsou a trouvé un joli titre, si tu l'as Eh sous les yeux. ben, je le prends tout de suite sous les Parce que yeux. je ne l'ai pas sous les yeux. Eh ben, on a donc à 10 heures naissance d'un nouveau roi clandestin par Chantal Voilà. Delsol, l'homme qui voulait changer d'espèce ou la recherche du salut par Bertrand Alliot, Voilà. mythe et légende de l'écologisme par Benoît Ritaud, donc qui est essayiste et docteur en mathématiques. Ça, c'est pour le matin. Ouais. L'après-midi, nous avons donc Philippe Fabry avec les ressorts psychosociologiques de l'écologisme. Ensuite, Jean-Paul Houry, 5 nuances de vert, une même idéologie, quelle politique scientifique après l'écologisme? Et en conclusion, non, pardon, juste avant la conclusion, on aura Thomas Lepelletier, pour l'écologie ou l'oubli des animaux, donc on connaît puisqu'on l'a reçu sur cette chaîne et un autre invité de la chaîne. En conclusion, cette fois, Jean de Kervasdoë, les outils de la mystification de l'écologisme. Voilà. Donc c'était un très beau programme. On va essayer de réfléchir ensemble, de discuter. J'espère que ça sera convivial. Et voilà. Donc venez nombreux, inscrivez-vous. Et puis on va essayer de. Chacun des intervenants a écrit au moins un livre, donc on va essayer de les mettre à disposition aussi, donc vous pourrez les acheter. Mais voilà, on a un peu de tout. Voilà, des spécialistes de l'écologie, des gens moins spécialistes. On a un animaliste, on a un historien qui est pas spécialement spécialiste de l'écologie, mais qui a une analyse intéressante. Donc voilà, Chantal Delsol qui est du philosophe. Donc ça vraiment, on va, je pense, bien s'amuser. Et Eh c'est le ben, c'est principal. parfait. Eh ben, espérons qu'on soit le plus nombreux possible à s'amuser. En attendant, inscrivez-vous, likez et partagez cette vidéo et à bientôt Bertrand. À bientôt, Xavier. Salut.